Bonsoir. Je m'appelle Xavier Fournier, je suis journaliste spécialisé dans les comics et je vais vous séquestrer pendant près de 2 heures. Si les gens veulent partir avant, mais je vais vous parler de comics et de personnages de bande dessinée américaine. Alors, d'abord, je veux juste dire à ces dames et demoiselles derrière que je ne postillonne pas. Si vous voulez vous approcher, si vous voulez rester où vous êtes, c'est bien aussi, mais c'est sans danger. Voilà. J'ai jamais eu de blessé dans une conférence. Juste un petit truc, on va définir des règles. Comme je suis lancé dans mon propos, surtout, après tout, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez que je fasse une sortie de route pour vous expliquer un terme, ou s'il y a une question qui vous vient, il y aura un espace questions-réponses vers la fin, mais si ça vous vient, n'hésitez pas à m'interrompre. Faites un petit signe, je ne veux pas vous dire de tous les deux, on n'est pas à l'école, mais enfin, faites un coucou et on prendra 2 minutes s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair ou si vous voulez avoir de l'information en plus, dans la mesure où je sais l'information parce que je ne sais pas tout non plus. Donc, on va aussi peut-être commencer juste, je ne peux pas prendre la température auprès de tout le monde, mais juste peut-être savoir parmi vous s'il y a des gens qui sont, on va dire, qui ne connaissent pas les comics. Pourquoi ? D'accord ? Qui ne l'ont jamais lu. Okay, très bien. Que ça n'intéresse pas. Ça pourrait, vous pourriez être des fidèles du cycle et voilà. Donc c'est un petit peu pour savoir, pour ne pas vous abandonner encore de on va commencer par une question. Donc comics avec un point d'interrogation. Et comme ce soir, je reprends au pied levé le thème de la conférence telle qu'elle a été prévue, donc le sens caché des comics, on va commencer par le sens de ce mot mystérieux. Alors bien entendu, parmi vous, la plupart ont compris que c'est anglo-saxon. C'est un mot anglais, bien entendu. Et pourquoi comics ? Parce que si vous avez aperçu, ne serait-ce qu'une fois de la bande dessinée américaine, quand on voit un épisode de Batman, en général, on ne lit pas à gorge déployée. Non. Alors, ce mot-là vient tout simplement des origines de la bande dessinée, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les grands patrons de presse se sont demandé comment on pouvait trouver de nouveaux lecteurs. À une époque où en plus les gens n'étaient pas automatiquement alphabétisés. Donc on a cherché au sein de la famille comment préparer les nouvelles générations, les futurs acheteurs des journaux, et on s'est dit, maintenant qu'on a, il faut se remettre dans le contexte, maintenant qu'on a le chef de famille, on va essayer de coloniser les dames, avec des pages en recettes de cuisine, des choses comme ça, je m'excuse, mais on parle d'un siècle en arrière. Et puis les enfants, avec là aussi des pages de jeu, et puis des pages où il y avait des petits gags. Alors ces petits gags à la fin du 19e, c'était une case légendée. Pour perfectionner cet effet, on a mis plusieurs cases dans le même gag, c'est-à-dire que vous avez une présentation des personnages, une catastrophe ou un truc qui tombe, et puis l'arroseur arrosé, et la morale. En gros, c'était 3 ou 4 cases. Ça formait une bande. Et bande, en anglais, on appelle ça un strip. Donc, dans ces pages où il y avait de la bande dessinée, où il y avait un strip, qui, par exemple, pour ceux qui connaissent, ceux ou celles qui connaissent Mandrake, Flash Gordon, c'est un peu comme ça que ça a apparu, sous la forme d'un strip, chaque jour. On s'est dit, on va mettre plusieurs strips. On va mettre un strip de Mandrake, un strip du fantôme du Bengale, des personnages que vous pouvez imaginer à cette époque-là, et puis petit à petit ça a fait une page entière qu'on a appelée les funny pages, donc les pages drôles, ou la section comics, donc la section comique donc des comics. Et la plupart du temps, on parle bien de gags à l'origine, après il y a un petit peu de contamination, il y a des histoires d'action qui viennent là-dedans, mais on a cette page de journal qui est la page des comics. Parce qu'à l'époque, on rigolait dans ces sujets-là. Petit à petit, sous l'effet du cinéma en particulier, on va avoir des histoires de gangsters, on va avoir des histoires de justiciers, on va avoir Flash Gordon qui va sur Mars et qui rigole un peu moins que les autres quand même. Et on va avoir des choses comme ça, des thèmes qui vont exploser.
Et on va décider que le dimanche, on va faire un supplément en couleur. Alors, suivant certains journaux, c'était les réimpressions des pages de la semaine. Donc vous aviez une espèce de livret où il y avait quelques pages de bande dessinée. Et ce livret-là, un jour, un petit malin s'est dit, mais le lundi, quand j'ai vendu mon journal, le livret, il n'est pas périmé, il n'est pas comme le reste des nouvelles, donc si je détache le livret et que je le vends, j'ai un objet indépendant qui n'est pas daté, qu'on peut vendre aux enfants. Donc on s'est mis à vendre des comics, ce livret qui était à l'origine dans le journal du dimanche, de manière indépendante, comme une sorte de second marché pour créer quelque chose qui n'existait pas avant, donc un journal illustré. Alors pour la petite histoire, chez les Franco-Belges, le journal, ce fameux supplément était plié dans le journal, mais il prenait toute la hauteur. Et chez les Américains, il tenait dans un journal plié en 4. Ce qui définit, si vous avez déjà vu un comic book, donc c'est un peu plus petit qu'un format d'album franco-belge, mais ça correspond finalement à un quart de page de journal. Ce qui définit là aussi des différences de narration, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le même nombre de cases, vous ne mettez pas le même nombre de bandes, et donc pas forcément le même découpage d'action dans une bande dessinée américaine et une bande dessinée européenne, parce que finalement, comics, j'avais que le mot anglo-saxon pour dire la bande dessinée. Ou bande dessinée, c'est plus français pour la comics, c'est comme vous voulez. Donc, on va voir un petit peu comment ça a progressé. Voilà, et ce monsieur, alors je vous rassure, les éditeurs de bande dessinée n'étaient pas en uniforme, c'est pas du tout, il a eu une vie avant, ce monsieur c'était le major Wheeler Nicholson, et c'est un militaire de carrière. On va voir qu'on va un petit peu parler armée ce soir à différents niveaux. Et donc le premier, sans se cacher des comics, c'est que ce monsieur, lui est un militaire de carrière qui avait pourchassé, je crois, qui avait fait partie de la section d'armée américaine qui avait pourchassé Pancho Villa en Amérique du Sud, donc c'est vraiment une autre époque. Et en revenant, ce type-là avait des théories, des opinions très fortes sur la manière de mener l'armée. Il a fait ce qu'il ne pouvait pas s'imaginer à l'époque, c'est-à-dire qu'il a fait une lettre ouverte au président, donc la grande muette, y compris chez les Américains. Et cette lettre ouverte étant parue dans la presse, certains militaires ont trouvé ombrage, ont trouvé que ce monsieur avait déshonoré l'armée américaine, et ce type-là était victime d'un attentat. Donc visiblement, il a réchappé. Mais enfin, il s'est dit, je vais changer de métier quand même, ça commence à se corser un petit peu. Et étant auteur, il s'est dit, je vais transférer mes opinions, la vision que j'ai de la société, dans des livres, y compris des livres pour enfants, parce que là aussi, il faut préparer la génération qui vient. Et écrivant des contes pour enfants, quelques livres, il s'est dit, bah, moi aussi, je vais créer des comics. Le problème, c'est que ce monsieur, il n'avait pas derrière un grand groupe de journaux qui pouvaient lui donner des invendus, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était trouvé deux, trois jeunes sans sous, plutôt des adolescents, même à l'époque, hein. D'abord parce qu'on travaillait beaucoup plus jeune. Et puis, il leur a dit, ben, pour quelques cents, faites-moi des pages, et on va créer un fascicule qui, pour la première fois, ne sera pas composé de réimpression, d'où le nom New Comics. Et donc ça, au milieu des années 30, c'est la première, je crois qu'il y a eu un petit essai avant avec des personnages de Disney, mais c'est la première bande dessinée régulière aux États-Unis, sous forme de fascicule. C'est le premier comic book. Et vous pouvez voir, hein, qu'à la couverture d'ailleurs, qu'on est encore dans cet esprit de blague on pourrait comparer ça un petit peu à l'univers de Carambar, des choses comme ça. C'est vraiment de la vignette beaucoup comique. Et ce monsieur va faire faillite. Il n'y a pas que des belles histoires dans la bande dessinée américaine. Il va faire faillite. Les imprimeurs vont se retrouver avec ce truc-là sur les bras. Ils vont se dire, ben, finalement, la seule manière qu'on a de se rembourser, c'est de continuer. Et alors cette société-là, elle a continué, l'imprimeur ayant repris la suite, cette société, elle a continué, et certains d'entre vous la connaissent peut-être, sous le nom de DC Comics. C'est-à-dire que c'est la société qui, entre-temps, a créé des personnages tels que Batman, Superman,
et plein d'autres encore, et qui existent encore aujourd'hui. C'est le plus vieil éditeur de bande dessinée américaine qui est encore en activité de nos jours, et donc qui a été créé au milieu des années 30. Alors, ça a un peu changé les dessins, on va voir un peu au fur et à mesure, mais ça, c'est le tâtonnement qui a fait que d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des fascicules de bande dessinée où, ma foi, il y avait des histoires originales, non pas parce qu'ils avaient envie de faire des histoires originales, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des vies anciennes. C'est un peu faut voir un peu le ressort de la chose. Alors, on va essayer un autre terme. Pour vous, un super-héros, c'est quoi, madame? C'est Batman, je sais pas. D'accord. Ouais, c'est une bonne réponse, madame. Superman. Pareil. Ah bah non, si vous copiez sur la copine, c'est pas possible. Superman. Superman. Monsieur. Quelqu'un qui a un pouvoir. Ouais. Alors, le super-héros, c'est compliqué à définir. Parce que, comme madame l'a dit, finalement, le super-héros, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Si je vous parle effectivement de Batman, Superman, sur une affiche, dans une bande dessinée, vous allez le reconnaître. Si vous essayez de mettre une définition, ça devient compliqué. Parce que le super-héros, c'est pas un personnage que vous pouvez définir en deux lignes et demie. Si vous commencez à dire c'est quelqu'un qui a un pouvoir, bah oui, mais Batman, c'est un type habillé en chauve-souris. Et le fait de s'habiller en chauve-souris n'est pas un super pouvoir, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est effectivement un aventurier, il est doué dans pas mal de choses, mais enfin, a priori, il est humain. Je dis a priori parce que les acrobaties qu'il fait au milieu de la ville fictive de Gotham, quand vous vous jetez du haut d'un toit, accrocher un filin, il ne faut pas essayer, normalement, sous le poids de votre corps, vous arrachez le bras, lui il y arrive. Mais n'essayez pas. Vous avez bien sûr Superman. Alors on pourra dire effectivement, donc, bah oui, il a un pouvoir, mais il n'a pas de masque. Et pratiquement toutes les définitions qu'on va essayer de trouver aux super-héros, elles ont toutes des exceptions. Et c'est très difficile de définir façon dictionnaire en 5 lignes. Alors, bien sûr, il y a des entrées dans le dictionnaire aux États-Unis, mais ces définitions-là ne sont pas adéquates parce qu'il y a tellement de super-héros et le code est tellement varié que vous ne trouverez jamais quelque chose qui définit entièrement ce truc. Ça complique un peu l'affaire. Alors, la façon la plus intéressante de s'intéresser aux super-héros, parce que on va voir que c'est un personnage qui est omniprésent aujourd'hui dans la bande dessinée populaire américaine, c'est de s'intéresser à l'origine du nom. Et là, vous allez me dire Superman peut-être? Non. L'origine du nom, en fait, c'est un terme qui a... Alors, on peut remonter à Nietzsche qui a écrit des choses un peu sur surhomme, dans certaines traductions on parle de super-héros, mais ça apparaît une ou deux fois. L'origine du nom, c'est en 1915. On fêtera l'an prochain, s'il n'y a pas de météore qui s'invite dans l'orbite de la Terre, on fêtera les 100 ans du terme super-héros. Et ce terme-là, il a été d'abord utilisé auprès de soldats. Alors vous allez me dire que je ne vois pas trop le rapport avec la bande dessinée. Voilà. Il a été utilisé... Pardon? Les Zorro? Oui. Non, mais les autres à côté, c'est pas Zorro, c'est des soldats. Il a été utilisé, ce terme de super-héros a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, à l'automne 1915, quand les médias, les journaux en fait, se sont rendus compte que cette guerre-là, qu'on appelait la Grande Guerre, est en train de dépasser tout ce qu'on connaissait. Et ils sont mis à utiliser un terme pour définir les héros de guerre de cette guerre qui était sans pareil, en décidant qu'ils étaient des super-héros. C'est-à-dire que vous trouvez à partir d'octobre 1915 dans la presse américaine et un petit peu dans la presse française, mais moins quand même, le terme super-héros utilisé, en gros, dès qu'un gars a été libéré son bataillon tout seul avec un couteau, ou s'il a coulé un bateau ennemi, on traite de super-héros. Et puis c'est vraiment un terme qui se popularise à ce moment-là. Quand les soldats américains sont rentrés au pays, et ben, la presse américaine et le ministère de l'armée ont organisé une sorte de classement. Alors je ne sais jamais s'il était 100 ou 200... Enfin, il y a eu la liste des super-héros, on trouve le terme dans la presse américaine de l'époque, et cette liste-là, eh ben, ce sont les principaux médaillés de la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Et on trouve plein d'articles après qui suivent la vie de ces super-héros. Alors chaque État a le sien. Et il s'agit donc, je n'ai toujours pas eu en venir, il s'agit donc de définir le super-héros comme étant quelqu'un qui sort
de l'ordinaire, qui est un être d'exception. À côté de ça, on avait des êtres de fiction qui existaient déjà, qui étaient un petit peu justiciers, qui avaient des costumes, des masques. Et nous-mêmes, on a eu au 19e plein de personnages masqués, fascinants, romanesques, littéraires. Et Zorro, aux États-Unis, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Zorro, c'est finalement un Batman qui a eu le tort de naître avant l'invention de la voiture. Sinon, il aurait une Batmobile. Il a un cheval. Il n'a pas les oreilles non plus. Mais enfin, il y a des points communs. Si vous regardez Zorro, par exemple, il a bien entendu une caverne où il range son cheval pour qu'on ne le trouve pas. Il a un serviteur qui est... On peut faire le rapprochement avec le serviteur de Batman qui s'appelle Alfred. Donc la différence étant qu'Alfred est bonne nuée. Mais il y a beaucoup de points communs, on va dire, sur le point de la structure. Ça, à l'époque, c'est plutôt dans des romans, et on utilise plutôt un terme d'ailleurs qui vient un petit peu d'Europe. On utilise le terme de mystery men, donc d'hommes mystères. Pourquoi? Parce qu'ils cachent leur identité. Et à l'époque, personne ne pourrait appeler ça des super-héros, je ne pense pas. Le seul super-héros qui existe, c'est finalement un être réel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la BD qui a commencé un peu à produire au bout des années 30, va commencer à produire des personnages dont on a parlé tout à l'heure, des Batman, des Superman, Wonder Woman, plein d'autres encore, des dizaines de personnages. Et au début, comme ce sont des personnages qui cachent leur identité, on utilise le même terme que pour Zorro, on utilise le terme de mystery men. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, et à ce moment-là, commence une sorte de fusion, c'est-à-dire que comme il faut parler un petit peu de l'actualité dans la bande dessinée américaine, comme la Seconde Guerre mondiale arrive, on verra tout à l'heure dans quelles conditions, mais enfin comme elle se passe en Europe et que les Américains s'y intéressent de plus en plus, on commence à créer des héros qui vont découdre avec les Allemands, et donc les mystery men, dans les BD, comme ils vont faire la guerre, ils deviennent des super-héros. Donc le super-héros tel que vous le connaissez aujourd'hui, ce n'est jamais que la fusion des mystery men avec cette appellation qui est plutôt guerrière. Donc ça, c'est un premier sens caché qu'on peut trouver, qui est plutôt guerrière et qui nous invite à définir le super-héros comme quoi? Comme un être d'exception. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en cas de problème, est là pour répondre, est là pour ne pas se démonter. Alors en plus, on parle des personnages qui sont dans les bandes dessinées, vous pensez bien qu'ils peuvent tout faire. On verra que Superman peut soulever des voitures, traverser la planète, voyager dans le temps, émettre des lasers avec ses yeux, des rayons X aussi. Enfin, on peut tout inventer et il n'y a pas de problème de budget avec la bande dessinée, contrairement au cinéma. Et donc, voilà, la fusion de ces deux notions, de l'homme mystère littéraire et finalement de ceux-là qui ont vraiment existé, vont créer des personnages plutôt guerriers, en tout cas à l'origine, avec des costumes très colorés, souvent avec le slip au-dessus de la tunique, des cagoules un peu ridicules, c'est vrai, mais des personnages qui sont des paraboles. C'est-à-dire que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, par exemple, si vous vous intéressez à la Grèce, on va souvent, vous devez vous souvenir de ça dans vos jeunes années, on va vous dire, tiens, il faut lire l'Iliade, l'Odyssée, des choses comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que ma prof d'histoire m'a dit à l'époque. À aucun moment, cette prof d'histoire-là pensait vraiment qu'il y avait des dieux grecs qui avaient été autour de Troie, survolés, et puis foutre un peu le Vince. Il s'agissait de s'intéresser à la culture de ce pays-là à travers les paraboles qui étaient les écrits d'Homère. Et bien là, c'est pareil. Si ce n'est qu'à en lieu et place d'Homère, on a des gens qui se sont fait exploiter pour des salaires de misère. Je vous parlais tout à l'heure de jeunes adolescents qui ont travaillé pour quelques cents pour créer des paraboles. Et les êtres guerriers qu'on voit à partir de la fin des années 30, ce sont effectivement des gens complètement stupides si vous prenez ça au premier degré. Des gens qui volent, alors bien entendu, le lecteur qui a 7 ou 8 ans va prendre ça au premier degré, et puis plus vous vieillissez, plus vous vous rendez compte qu'il y a une seconde couche. Et c'est ça le sens principal qu'on va revisiter de différentes manières au cours de ce parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture.
ou si vous le jugez qu'à sa couverture, ben vous passez à côté du texte. Et bien là, c'est pareil. Le fait que Superman vole, ça peut le rendre complètement ridicule et irréel, mais en même temps, Superman, il veut dire des choses. Donc, les couleurs sont jolies, elles attirent un public populaire, et puis, quand on gratte un peu, il y a autre chose. Alors, voilà, par exemple, un personnage guerrier, et puis peut-être que, après tout, parmi vous, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas l'Amérique ou d'autres pays étrangers qui peuvent me dire, ben voilà, ça, on a compris tout à fait le sens, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est habillé, qui est drapé dans une sorte de patchwork tiré du drapeau américain, Captain Américain en plus, il ne fait pas dans la discrétion au niveau du nom, hein, c'est pas Captain Berrichon ou ce que vous voulez, c'est pas Docteur Paris ou voilà. Et en fin de compte, il y a un premier indice dans la date qui est marquée. Alors il faut savoir que les comic books sont antidatés, c'est une petite magouille de diffusion, c'est-à-dire que les éditeurs avaient réalisé que quand on arrivait à la fin de prescription de la couverture, les kiosques américains retiraient. À la fin du mois de novembre, le numéro du mois de novembre, vous l'enlevez. Donc ils avaient compris la technique, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient sur le marché, 3 ou 4 mois avant, des revues qui en fait avaient une date de péremption qui était complètement imaginaire et qui parlait de 5 ou 6 mois plus tard. Comme ça, idéalement, le kiosquier oubliait de les relever et elle restait plus longtemps. Donc, la date officielle de ce comic book-là, c'est mars 1941. Il est plus probablement paru dans les derniers jours de 1940. Vous allez dire, qu'est-ce qui me tire les cheveux avec ces histoires de dates? Mais là, je suis en train de vous parler des États-Unis, je ne suis pas en train de vous parler de l'Europe ou de la France. Et nous, en 40, on avait des petits problèmes. On va dire que l'orage était proche, mais pas les Américains. Les Américains, en 40, la Seconde Guerre mondiale, c'était un truc qu'ils voyaient dans les journaux, et ils n'avaient pas spécialement, en plus, envie d'y aller. Il y avait un gros débat, l'opinion était divisée. Il y avait un parti fasciste qui était légal, qui s'appelait le Bund à l'époque, qui était en plus animé par certains immigrés d'origine allemande, qui étaient très sympathisants d'Hitler, et qui, eux, n'étaient pas du tout d'accord pour y aller. Et puis, au milieu, il y avait une population qui disait on ne va pas aller se mêler d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Donc, pareil dans les derniers jours de 1940, ce personnage Captain America, alors on voit un petit peu je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit, je pense que c'est trop petit pour vous, mais on voit vaguement des saboteurs qui sont en train de mettre en place les plans du Führer. Et donc, cette bande dessinée-là, qui s'adresse à des enfants, parce que les comic books, principalement, s'adressent à des enfants, met en scène des saboteurs venus détruire une usine américaine qui parlent de mettre en place les plans du Führer. Et bien entendu, Captain America va passer l'épisode à en découdre avec eux. C'est un petit peu comme si, dans une histoire de Bécassine, vous aviez, après tout, une histoire comme ça. Vous pouvez imaginer la chose. Et bien, ça s'est passé. Ça s'est passé dans la guerre d'avant. Il y a eu des épisodes de Bécassine où elle se frottait un peu aux Prussiens. Ce qui a fait qu'en 40, quand les Allemands sont arrivés, ils ont interdit Bécassine. Ce qui a fait aussi que la bande dessinée, à un moment, s'est dit qu'il faut un peu se calmer en Europe sur le message politique parce qu'on peut nous ressortir quelques années plus tard et ça va nous créer des problèmes. Aux États-Unis, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'après tout, il n'y a pas eu d'occupation ou de revirements principaux. Et donc, Joe Simon et Jack Kirby décident de prendre le taureau par les cornes. Eux, ils sont issus de l'immigration et l'Europe, ça leur parle. Ce sont des gens de la deuxième génération déjà mais bon, ça leur parle, il faut y aller, ils y croient, ça leur paraît naturel et ils mettent ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle là encore d'adolescents et ils n'ont pas beaucoup de filtres et ils mettent ce qu'ils pensent être juste. Et donc ce truc-là paraît, les États-Unis ne sont pas en guerre, il y a un parti pro-allemand aux États-Unis et donc la BD leur attire des menaces de mort. Les locaux de la société, donc cette société-là va devenir Marvel Comics. Alors vous connaissez sans doute
on en parle beaucoup avec les films ces dernières années, y compris les films de Captain America, cette société-là, elle va être menacée de différentes manières, au point d'ailleurs que le maire de New York sera obligé de garantir aux auteurs et à la société la protection de la police municipale de New York. Alors, visiblement, il y avait beaucoup de fausses menaces là-dedans, mais c'est pour expliquer que finalement, un illustré, c'est un peu plus compliqué, simplement mettre trois couleurs sur un personnage et puis dire oui, on est pro-américain. Captain America, malgré ce qu'on pourrait penser en voyant, il ne veut pas dire ouais, super, l'Amérique c'est le meilleur. À l'époque, tel qu'il est monté en 40 et tel qu'il est publié, il veut dire il faut qu'on aille aider l'Europe. Et Captain America, tout au long de sa carrière, va représenter non pas une espèce d'Amérique qui se regarde le nombril en disant ouais, super, on est les meilleurs, mais ça va plutôt être l'Amérique idéalisée, l'Amérique telle qu'elle devrait être. Et il se trouve que pour une sombre histoire d'attaque des Japonais en Pearl Harbor quelques mois plus tard, Captain America va se retrouver du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que moins d'un an plus tard, tous les Américains pratiquement vont dire mais oui, il faut y aller, et ça y est, c'est la guerre et on y va. Et cette BD-là, elle avait été du bon côté des choses. Et ce petit fascicule qui en termes de pouvoir d'achat, pourrait se comparer là encore à un carambar ou un chewing-gum, du coup, il a un message, il est au rendez-vous de l'histoire, et Captain America devient une sorte d'idole avec des ventes qui vont aller parfois jusqu'à voisiner le million de fascicules vendus. Alors, là je fais un petit bond dans le temps, toujours pour vous parler de Captain America. Captain America va rester un personnage qui va prendre le pouls de l'histoire, le pouls des événements américains. Et c'est une grosse différence avec ce qui peut se passer en Europe, parce que les fascicules américains font à peu près une vingtaine de pages de BD chaque mois. Alors si vous faites le compte, ça veut dire qu'un dessinateur de bande dessinée américaine, il faut qu'il produise une page par jour ouvrable. Sur le mois. Ou plus, hein, il y a certains dessinateurs à certaines époques de leur carrière qui ont été capables de faire 3 ou 4 séries par mois. Donc vous multipliez par autant. Ça veut dire des délais de production qui sont très courts, un vrai rythme staccatonisme, mais ça veut dire aussi une prise directe avec l'actualité. Là où en France, on s'est depuis beaucoup plus longtemps installé autour du format de l'album, ce qui permet d'autres avantages, mais qui, en l'occurrence, débranche un petit peu de l'actualité, parce qu'un album qui fait 48 pages, en général, en France, dans l'univers de la franco-belge, il est produit sur une plage de temps de plusieurs mois. Il y a même des artistes qui, heureusement, peuvent vivre de leur art et ne sont pas pressés par les délais, qui peuvent des fois mettre un peu plus d'un an pour faire un album. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive à un événement politique, international, quelque chose d'important, le format de l'album fait que vous allez être différé dans votre réaction. Vous allez mettre 1 an et demi à réagir. Le temps de vous lancer dans l'écriture du scénario, de le dessiner, c'est quelque chose de cet ordre-là. Le comic book, comme il est produit pratiquement à la chaîne, mais il a au moins cet avantage-là d'être très réactif. Ça veut dire que quand vous avez les tours jumelles qui s'effondrent, 2 mois et demi plus tard, vous avez un épisode de Spider-Man qui vous montre les tours jumelles qui s'effondrent et la réaction de Spider-Man et des autres personnages de la série. Donc il y a toujours une espèce de capsule temporelle, toujours une espèce de réaction directe avec le temps, et donc y compris avec des anticipations telles qu'on a pu le voir sur la guerre, et il y a toujours un devoir d'actualité chez les comics. C'est-à-dire que la bande dessinée américaine est beaucoup plus... alors je fais un peu de généralité, hein, il y a aussi quelques franco-belges qui sont très réactifs et quelques américains qui prennent 7 ans pour faire un album. Mais globalement, la bande dessinée américaine est beaucoup plus réactive sur ce qui se passe. Et beaucoup plus influencée par ce qui se passe. Il y a même des choses, tout à l'heure on voyait Captain America, moi j'ai retrouvé, quand on fait l'effort de chercher un petit peu, il y a certains épisodes où il croise des résistants, puisqu'il est en Europe en train de lutter contre les Allemands, et il y a des épisodes où on se dit, mais il est quand même très détaillé ce résistant par rapport aux autres épisodes, c'est un peu bizarre. Et quand on regarde un petit peu,
2 ou 3 mois avant ce qui est paru dans la presse américaine, et bien on retrouve en général le reportage qui parle de telle anecdote, de tel fait de résistance qu'il y a eu, et on comprend qu'ils se sont inspirés d'un article de journal. Captain America, donc on le retrouve à différentes époques de sa carrière. Là, par exemple, c'est une saga qui s'appelle la saga de l'Empire secret au début des années 70. Et alors, au début des années 70, il se passe encore d'autres choses aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers du scandale de Watergate. Ça vous parle? Je vais juste vous le dire en tête en quelques lignes pour mettre les pendules à l'heure. Il se trouve que le président américain de l'époque, Nixon, avait utilisé lors de sa campagne d'élection des écoutes téléphoniques. Donc ce qu'on appelle le scandale de Watergate. Au même moment, en plus, il y a quand même la fin du conflit du Vietnam qui ne va pas vraiment être un happy end pour les États-Unis. Et Nixon est obligé de démissionner, créant une crise politique, une crise de confiance pour les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe chez Captain America? Quelques mois plus tard, Captain America, lui, il combat les terroristes qui se réunissent sous le nom d'Empire secret. Alors, vous pouvez d'ailleurs peut-être trouver, il y a un petit peu toujours ce genre de conspiration, y compris dans la franco-belge. Hein, c'est un petit peu, on a un petit peu les mêmes dans quelques aventures de Tintin ou de Maggie Mortimer. Là, il se trouve que ce super-héros-là, il lutte contre des terroristes masqués, et il y a un moment, dans le dernier épisode de la saga, où le terroriste numéro 1, le type qu'on voit avec les points levés, arrive à s'introduire dans la Maison Blanche. C'est-à-dire qu'il prend la fuite, leur plan est en train de s'écrouler, il prend la fuite et il arrive à rentrer dans la Maison Blanche. Alors, Captain America, qu'est-ce qu'il fait? En bon super-héros américain, il se précipite à la poursuite de ce type-là en disant mon Dieu, il ne faut absolument pas qu'il rencontre le président, il va faire quelque chose d'irréparable. Il y a poursuite dans la Maison Blanche, ils vont jusqu'au bureau ovale qui est vide, et Captain America démasque le numéro 1 hors champ, et il réalise que c'est. Et ben, on insinue lourdement que ce terroriste-là, c'est le président des États-Unis. Donc, pour une BD avec le drapeau américain sur le visage, c'est déjà beaucoup plus critique qu'on pourrait le croire. Et puis surtout, c'est en prise réelle. C'est-à-dire que l'insinuation, c'est que ce terroriste-là, c'est Nixon. Et là encore, on parle. Alors, au fur et à mesure de l'évolution de la bande dessinée, le lectorat va en vieillissant. C'était plutôt 6-7 ans dans les années 40. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple, le lecteur de comics aux États-Unis, il a plutôt 30 ou 40. Donc il y a un vieillissement. Mais là, on s'adresse encore à des adolescents, pardon. Et donc, imaginez un petit peu s'il y avait dans une bande ciné pour enfants, pour ados, une critique aussi vive d'un président ici. Et là, bien entendu, on est dans la critique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne s'agit pas non plus d'être dans la revendication politique, il ne s'agit pas de dire bah non, je ne voterai pas pour lui. Là, il s'agit vraiment de rebondir sur des événements qui sont produits et d'être dans la parabole. L'autre cas, ce que vous voyez, n'est pas tiré du tout du même épisode. On est encore dans une autre époque un petit peu compliquée pour les États-Unis. Le président Reagan, je ne sais pas si ça vous parle aussi, qui a un petit peu eu des dérives, qui a peut-être vendu des armes à des pays, enfin des choses comme ça. Et Captain America n'aime pas. Enfin, Captain America, il ne parle pas à Reagan, mais on fait une série d'épisodes où le président des États-Unis lui dit maintenant, il faut obéir aux ordres. Au lieu d'être un héros qui va aller défendre la veuve et l'orphelin un peu n'importe où dans le monde, il va obéir aux ordres. Et Captain America, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il démissionne et c'est marqué d'ailleurs dans les propos, il explique bien que finalement il représente le rêve américain, il ne représente pas l'Amérique aux ordres. Il suit à peu près un an d'épisode où le personnage d'ancien Steve Rogers n'est plus Captain America, et en critique avec le régime politique du moment, et puis finalement on va retrouver un moyen de faire remonter ses idéaux et va reprendre la cagoule. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est capable d'être très critique. En même temps, il n'est pas en train de prêcher la révolution, il ne s'agit pas non plus de faire
des choses un petit peu, mais le propos est beaucoup plus critique qu'on pourrait le penser. Et ça passait la commission de censure? Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle d'épisodes qui sont parus dans les années 70, à un moment où la commission de censure était avait un peu levé le pied. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, dans les années 50, des deux côtés de l'Atlantique, là aussi, il y a eu une grosse inquiétude, plus ou moins surfaite, autour des méfaits de la bande dessinée. C'est-à-dire que un certain personnel lié à l'éducation, des psychologues, des associations familiales, se sont mis en tête que c'était, par exemple, à cause des illustrés de bande dessinée, qu'on avait des jeunes plus bêtes, plus dangereux, plus aptes à faire des meurtres, ou à voter communiste, ça dépendait un petit peu des choses. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver même dès le 39. Moi j'ai retrouvé des articles, y compris dans la presse française, où on trouve dans la Croix, je crois en 1939, on trouve des soldats qui écrivent à la Croix pour se plaindre des illustrés, y compris des illustrés de province américaine, en expliquant que c'est à cause d'eux qu'on a eu la guerre. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas influencé la jeunesse, on n'aurait pas la guerre. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le New Comics là, avec l'ex-militaire, ça date à peu près des années 30. Vous pensez bien que les enfants qui ont lu New Comics en 1935 ne risquent pas d'avoir une part de responsabilité dans la guerre de 1940. Mais bon. C'était un petit peu, on peut voir de toute façon ce même propos aujourd'hui sur les jeux vidéo, mais sur les romans. Il y a eu ça sur les romans à un moment au début du XXe. Il y a toujours une frange, c'est-à-dire que, y compris aux États-Unis, ce qui est encore plus ridicule, c'est de dire le problème vient de la culture, mais par contre on ne va pas s'occuper de la circulation des armes. Donc il y a un paradoxe. Dans les années 50, ça a pris une proportion complètement folle parce qu'en plus se rajoutait la paranoïa anticommuniste. Donc il y a eu des commissions d'enquête. En France, on a eu la loi de 1949 qui régulait les publications pour la jeunesse. En 1953, à peu près aux États-Unis, il y a eu des commissions d'enquête télévisées avec les éditeurs et les auteurs convoqués devant la presse pour expliquer un petit peu si c'était pas dangereux, toutes ces BD, si c'était pas finalement de méchants communistes qui étaient venus pour infiltrer la culture américaine. Et donc on a poussé 2-3 éditeurs à la faillite. Et ceux qui sont restés se sont dit ça va nous tomber dessus aussi. Donc ils ont créé un organe d'autocensure qui s'appelle le Comics Code, qui donc surveillait que rien ne dévie. Donc c'est ce dont monsieur veut parler. Effectivement, il y a eu un moment où il y avait une sorte de cahier des charges. Alors, le cahier des charges, par exemple, faisait qu'on ne devait pas parler de divorce. On ne devait pas parler de vampires. Alors, les critères de ça sont un petit peu complètement farfelus. On ne devait pas parler de loup-garou. Parce que c'était violent et surtout ça permettait de faire disparaître les bandes dessinées d'horreur. Et puis on ne devait pas, bien entendu, se comporter autrement que comme un bon Américain. Mais tout bon artiste finalement arrive à dévier un cahier des charges. Et on a pu voir des choses un peu comme ça. Je ne pourrais pas vous dire que sur les 75 ans pratiquement d'existence de Captain America, il n'y a pas un ou deux épisodes où il n'y a pas de trois sous-entendus très derrière le drapeau. Mais statistiquement, c'est plutôt le contraire. Et en général, les gens arrivent à créer des choses. C'est-à-dire que quand on ne veut pas critiquer les États-Unis de face, on fait que Captain America va dans un autre pays qui ressemble énormément aux États-Unis, où il y a une critique de ce pays-là. Il y a toujours un petit truc comme ça, ou alors il va aller visiter une autre planète, où là on se rendra compte qu'il y a quelque chose. Il y a une saga des Avengers, ou des Vengeurs, suivant la version traduite que vous préférez, où ils luttent contre deux empires intergalactiques qui s'appellent les Kree et les Skrull. Et donc cette saga-là, elle dure sur 12 épisodes, 10 épisodes je crois. Et en fait, tout le jeu, c'est de dire qu'il y a d'un côté les terribles Skrull, qui sont des êtres qui peuvent changer de forme. On va dire que finalement, c'est un petit peu la matérialisation de la paranoïa de l'espion communiste.
ça incarne un petit peu cet espion que les Américains imaginaient à un moment dans les années 50 et 60. Et puis en face, il y a un autre empire intergalactique qui s'appelle les Kree, qui est ultra militaire. Et donc, les Vengeurs sont pris au milieu, et ils sont pris au milieu d'une guerre qui est finalement une transposition de la guerre froide. Sauf qu'on a rajouté des planètes, des soucoupes volantes, des choses comme ça, et que le message passe, mais qu'il y a un vernis de science-fiction qui fait que ben voilà, la parabole, on revient dessus à peu près. Donc, on va changer un petit peu de terme américain parce que on va utiliser un autre mot dans notre lexique. Alors, je vous rassure, on ne va pas passer tout le dictionnaire non plus, mais surhomme. Surhomme, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander ce que c'est, mais en même temps, il y a plusieurs définitions possibles à ça. Surhomme, si on se rapporte un peu à Nietzsche, la définition première du terme, c'est pas quelque chose de très sympathique. C'est vraiment au-dessus de l'homme. C'est un être si naturellement puissant, si naturellement supérieur, qui ne s'intéresse pas à notre devenir. Et on a pu voir un petit peu ce que ça a donné dans la réalité quand vous avez des gens qui se pensent un peu plus supérieurs que les autres et aptes à décider pour les autres. Beaucoup de gens régulièrement font le procès aux super-héros de dire bah oui, Superman, c'est un surhomme, donc ça craint un peu du boudin, hein, on va dire. Donc le problème, c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui est très altruiste. Le super-héros, lui, il est là pour faire de bonnes actions. Si vous connaissez un peu Superman, vous vous rendez compte d'ailleurs que Superman passe son temps libre à regagner la Terre et à se faire passer pour le journaliste maladroit Clark Kent. Spider-Man, en fait, quand il enlève son masque, il est le jeune Peter Parker qui, alors là, au niveau maladresse et empoté, c'est encore la taille au-dessus. Et le surhomme, celui qui nous pose un problème philosophique, le surhomme, il ne passe pas son temps à retourner du côté des faibles. Au contraire, il écrase les faibles. Donc il faudrait en fait un terme bien à part pour expliquer que Superman n'est pas un surhomme. Superman, c'est un super